Alors, c'est parti pour ce Smart Tech qui démarre avec un grand entretien avec Célia Audan. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous et de revenir sur ce plateau, puisque je vous ai reçu la dernière fois. Vous étiez également de passage à Paris, vous habitez en Silicon Valley. Oui, à Los Angeles. Ça fait du bien de rentrer à Paris Oui, toujours, c'est toujours un bonheur. Alors, vous êtes docteur en psychologie, consultante en stratégie UX. UX, donc 2 lettres qui veulent dire expérience utilisateur. Ça semble simple comme ça, mais ça mérite tout un ouvrage que j'ai lu cet été et qui nous explique un peu ce qui se passe derrière tous ces objets qu'on utilise, toutes ces interfaces qui se multiplient dans le numérique et qui nous rendent la vie plus ou moins agréable. Je le disais dans le sommaire, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi certains produits comme ça sont naturellement adoptés par nous, quand d'autres sont une friction permanente. Oui. Mais alors surtout quand j'ai lu votre livre, je me suis dit, d'accord, l'UX en fait c'est vraiment une science, il y a des techniques, des méthodes, c'est pas nouveau. Mais alors pourquoi ça marche pas ? Enfin, pourquoi cette expérience utilisateur est catastrophique sur autant de produits au quotidien ? Oui, parce que l'expérience utilisateur n'est pas forcément adoptée par tout le monde. Bien souvent, les entreprises, quand elles vont fabriquer des objets, des systèmes, des services, ont tendance à penser qu'elles n'ont pas le temps de faire des tests utilisateurs ou faut vraiment vite le mettre sur un marché, vite. Et donc, ils ont tendance à couper et donc vont sortir. Pourtant, c'est un discours qu'on entend régulièrement de la part de très grands éditeurs, par exemple. Ils disent on recentre l'expérience utilisateur. Oui, ça, on en parle beaucoup, oui. Au devant de notre stratégie, c'est une priorité totale. Oui. Mais le résultat, il n'est pas là. Alors, c'est pas facile à faire. C'est ce qu'on découvre aussi. Il ne suffit pas d'avoir la théorie, la mise en pratique est complexe. Qu'est-ce qui est compliqué dans l'expérience utilisateur ? Déjà, c'est de se décentrer. C'est ça le plus compliqué, parce que l'expérience utilisateur, le premier principe, c'est qu'on met l'humain au centre de l'expérience que l'on souhaite offrir. Et cet humain, ces humains, c'est pas nous. Et on a tendance à penser que si vous faites un projet, vous faites un prototype et vous le testez sur vous-même, ah oui, tiens, ça a l'air intuitif, c'est bon. On ne se décentre pas quand on fait ça, et donc on ne prend pas en compte qu'une autre personne ne va pas forcément trouver ça intuitif, parce que vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que nous sommes le premier biais, nous le développeur ou la personne consacrée à l'ergonomie du produit est un premier biais. Il faut qu'elle arrive donc à se décentrer et puis à faire une étude des utilisateurs de demain de ce produit. Oui, alors le premier biais, j'irais presque à dire, c'est de comprendre ce que les utilisateurs de quoi ils ont besoin. Quelles sont les tâches qu'ils ont besoin d'accomplir et qu'est-ce qu'ils souhaitent faire. Et bien souvent, il y a des gens qui vont vouloir mettre quelque chose sur le marché en disant « Ah, ça serait génial si on faisait X, Y ou Z ». Et ils vont avoir cette idée et le mettre sur le marché avant même d'aller voir les utilisateurs dans leur milieu naturel. Par exemple, si on fait les courses, comment aller voir comment ça se passe dans un supermarché, quelles sont les frictions que les utilisateurs rencontrent et utilisatrices, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la vie de ces personnes-là. C'est la première chose que l'on fait en UX, c'est on se remet vraiment. Mais ça, c'est aussi la première démarche, normalement, d'un entrepreneur ou d'une entrepreneure, parce que, en général, on se pose cette question avant de lancer son produit. À quel besoin je réponds ? Quel problème je vais résoudre ? En général, il y a beaucoup d'entreprises qui vont regarder où est le marché, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de mettre en place, quelles sont les nouvelles inventions technologiques, et on va faire un produit en fonction de ça. Mais pour devenir une innovation, une invention a besoin de rencontrer un besoin et de rencontrer un marché, et ça fait partie de la stratégie UX, et souvent, Et souvent, ça arrive après. C'est-à-dire que d'abord, on lance le produit, on a la super idée qui effectivement répond à un problème, un besoin. On lance le produit, mais alors la manière dont les gens vont s'en emparer et l'utiliser, ça, c'est une préoccupation qui arrive après. Oui, toujours trop tard. Alors, souvent en UX... Et ça peut être fatal, finalement, pour un lancement. On a beaucoup d'exemples de produits, même par des grandes entreprises, que ce soit Amazon ou Apple ou d'autres, qui s'imaginent que ça va marcher et puis ça ne marche pas. Ça arrive constamment, donc c'est pas toujours évident de se mettre ça en tête. Ça fait du mal, en fait, de s'apercevoir que le produit qu'on pense être bien ne l'est pas vraiment pour les utilisateurs. Il y a aussi des questions d'inclusion, vous en parliez aussi dans la production, c'est vraiment central dans l'approche UX. C'est pas juste un produit qui va être bien pour certaines personnes, mais ça doit être inclusif à tout le monde, à toutes les personnes qui vont avoir besoin du produit. Donc toutes ces questions-là prennent du temps, mais ce temps-là, c'est vraiment un investissement. C'est-à-dire que si on prend ce temps-là
tôt, justement au moment où le produit est encore très malléable, où on peut faire des prototypes, on peut changer de direction assez rapidement. Mais c'est là où on va vraiment pouvoir faire un produit qui va fonctionner, qui va être intuitif, on espère, le plus possible. Mais en tout cas, on va pouvoir résoudre les problèmes beaucoup plus tôt. Ce qui fait que quand le produit arrive sur le marché, et il peut arriver sur le marché en une version un peu plus petite, Amazon, c'est un bon exemple de ça. Ils ont fait un produit minimum viable, on appelle ça le MVP. Et à partir du moment où ça a marché, après, ils se sont développés. Donc, on essaye au moins que la promesse soit là. Et après, on va faire un produit minimum viable. Et là, on voit comment les utilisateurs l'utilisent véritablement, quelles sont les frictions, qu'est-ce qui marche pas. Et là, on va pouvoir faire évoluer le produit. Et alors, quand même, toujours dans ce questionnement, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi j'utilise tant de produits qui m'énervent chaque jour, hein. Vous avez cité Amazon comme exemple, mais je peux citer par exemple un géant comme Google. Son interface Gmail, on ne peut pas dire que ce soit la plus ergonomique et la plus simple du monde, hein. Oui. Alors après, dans les grandes Et pourtant, c'est un succès. Alors, il y a des succès qui arrivent malgré des problèmes d'utilisateurs, Ouais. parce qu'il y a vraiment un besoin. Google, il y a quand même, quand l'interface Google est arrivée, Le moteur de recherche. le moteur de recherche. Ça, oui, il était très simple. Voilà, très simple. Très C'est ça, la simplicité. Au lieu d'avoir 30 milliards de boutons partout, justement, on se recentre sur qu'est-ce que l'utilisateur de quoi ils ont besoin. Et ça a été un succès. Il y a eu des produits qui sont plus ou moins faciles à utiliser chez Google. Il y a eu des produits qui ont été plus ou moins bien évolués et testés. Bon, après, il y a de la simplicité. C'est une question aussi, de coût, c'est-à-dire que c'est le premier frein au travail important en amont sur l'UX. C'est le coût que ça représente pour l'entreprise? Pas forcément, parce que si on regarde ce qui se passe quand on investit tôt, on s'y retrouve en fait au final, parce qu'on on va éviter les écueils une fois que c'est trop tard, une fois que le produit est lancé, et là ça coûte beaucoup plus cher de corriger les problèmes. Je pense que c'est plus une question de mentalité. Parce qu'en fait, l'UX, c'est vraiment avant tout une approche, une mentalité, et dans les grandes entreprises, mais partout, on a tous nos égos, on a tous envie de faire quelque chose, et c'est très difficile de se décentrer, c'est très difficile de se dire, bon, on va tester, on va voir ce que les utilisateurs préfèrent, et qu'est-ce qui marche le mieux pour eux. Ça, c'est très difficile à faire, en fait. C'est le plus gros écueil, je vais dire. Alors, le titre de votre ouvrage, c'est l'UX. C'est quoi exactement? Donc, c'est vraiment très pédagogique, hein. Vous expliquez, vous reprenez à la base, hein, la question, et puis vous rentrez petit à petit dans le détail. Le sous-titre, c'est une approche bienveillante pour des expériences optimales, et vous nous expliquez qu'en fait, l'idée, c'est quand même d'améliorer la vie des gens et d'être le meilleur ami, finalement, de l'utilisateur. Mais attention, l'utilisateur, c'est pas toujours le client. Non, c'est ça le problème. Ouais. Donc, les personnes professionnelles en UX sont du côté des utilisateurs, les personnes qui vont vraiment utiliser un produit. C'est pour ça qu'on utilise ce terme qui peut sembler un peu bizarre, mais on s'intéresse vraiment aux humains qui vont prendre en main le produit. Si on prend des produits comme les réseaux sociaux, c'est aussi un produit, que ce soit Facebook, Instagram, comme vous voulez. L'utilisateur, ça va être nous. On va utiliser pour se connecter avec nos amis. Les clients, ce sont les personnes qui vont acheter des publicités et qui vont utiliser les algorithmes. Ah oui. Et c'est souvent. Et si on alors, ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts. C'est pour ça que les intérêts des utilisateurs doivent être défendus en premier quand on a une approche UX. Et parfois, il peut y avoir effectivement de la friction et l'utilisation notamment de dark patterns pour maximiser les profits du business. Donc, un dark pattern, c'est un design qui va être fait exprès pour un peu inciter l'utilisateur à rester plus longtemps ou à acheter quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément envie ou besoin au départ, sans qu'on s'en aperçoive. Et il y a l'utilisation de dark patterns ou des pratiques un peu douteuses qui peuvent arriver parce que le business veut maximiser les revenus. Et normalement, dans une approche UX, ce qu'on veut, c'est ne pas faire ça. Ce qu'on veut, c'est mettre l'humain au centre. Oui, bien sûr, il faut que le produit fonctionne, sinon il n'y a plus de produit et tout le monde met la clé sous la porte. Donc, mais il y a un équilibre et ça ne doit jamais être aux dépens de l'humain, aux dépens de l'utilisateur. Et ça veut dire que l'UX designer, donc celui dont c'est le métier, doit avoir quand même une voix dans l'entreprise, dans les décisions stratégiques. Non, ce n'est pas le cas. Oui, j'imagine. Alors, si on parle de ce métier, des salaires qui sont offerts aujourd'hui sur le marché. Moi, j'ai vu des chiffres, un salaire de chercheur en UX, c'est entre 32 000 € débutant à 70 000 quand on est senior expérimenté, c'est ça? En France ? Ah, je ne peux pas vous dire en France, mais c'est en France que vous avez regardé ? Oui. Oui, ça me paraît... 30 000, ça me paraît beaucoup en début de carrière, mais oui, peut-être. Okay.
Et c'est mieux payé aux États-Unis alors? Aux États-Unis, c'est toujours mieux payé. Mais la vie coûte plus cher aussi. La vie coûte beaucoup plus cher, notamment la santé. Et est-ce que c'est justement davantage pris en compte, ces nouveaux métiers, je dis nouveaux métiers, ça fait vraiment, vous le racontez d'ailleurs, hein, ça a une longue histoire quand même, l'expérience utilisateur. Oui, alors c'est un long historique. Aujourd'hui, c'est un terme on en entend parler beaucoup plus souvent. Et le problème, c'est que tout le monde va dire oui, on va mettre le client au centre, l'utilisateur au centre. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il n'y a pas vraiment de stratégie derrière. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'UX, peu qui savent véritablement en faire, et peu d'entreprises qui vont vraiment mettre en avant les professionnels en UX et accepter aussi d'avoir ce côté, son aspect éthique, de se battre pour l'inclusion et contre les pratiques non éthiques. Et alors pour expliquer quand même, faire un peu de pédagogie et concrètement ce que c'est l'UX, moi j'ai bien aimé votre illustration, d'ailleurs il y a plusieurs illustrations dans le livre qui sont assez parlantes, où on voit une bouteille de ketchup en verre et puis une autre en plastique. Bon, la difficulté de servir du ketchup quand on a la bouteille en verre, elle est évidente. Oui. Vous donnez comme ça plusieurs exemples, mais qu'est-ce qui serait pour vous l'UX parfait, c'est-à-dire l'expérience optimale pour un utilisateur d'un produit numérique? Qu'est-ce que ça doit prendre en compte? Alors, ça prend en compte déjà les C'est pas que de l'interface et de l'ergonomie. Mais en fait, si l'utilisateur arrive à accomplir ses tâches d'une façon il n'y a pas de friction, on n'est pas énervé, mais c'est ça une UX parfaite. Ouais. C'est-à-dire que l'expérience n'a pas de friction, elle est efficiente, elle est efficace, et donc on a accompli nos tâches. Donc, idéalement, par exemple, si vous utilisez un outil, vous n'avez pas besoin de l'utiliser longtemps, c'est intuitif, vous arrivez tout de suite à faire ce que vous souhaitez faire. Ça, c'est une UX parfaite. Et en général, on ne s'en aperçoit pas quand on a une UX parfaite, parce que justement, c'est naturel, on ne pense même pas que c'était sans friction. Là où ça commence à être visible, c'est quand c'est pas parfait. C'est quand c'est énervant, qu'on ne sait pas sur quel bouton appuyer, qu'on essaie de faire un truc et ça ne marche pas comme on le pensait. Ça, c'est frustrant et c'est là qu'on s'en aperçoit en général. Alors, je vous pose cette question parce que derrière, il y a le marché de l'attention quand même. Oui. Est-ce que l'UX parfaite, ce ne serait pas de faire en sorte que justement l'utilisateur reste et revienne un maximum sur ce produit? Alors, non, pas d'un point de vue UX, parce que alors, si on prend l'exemple, il y a plusieurs personnes qui parlent ça, des éthicistes, notamment Tristan Harris prend cet exemple-là. Si vous utilisez une application pour trouver l'amour de votre vie, le but, c'est de ne pas rester sur cette application le plus longtemps possible. Au contraire, le but, c'est de l'utiliser le moins possible et de trouver la personne avec qui vous avez envie de faire votre vie. Et donc, du coup, l'application, vous ne l'aurez pas utilisée longtemps. Ça, c'est l'expérience utilisateur parfaite. Mais ce n'est pas forcément le business plan parfait. C'est pour ça que je vous dis qu'il peut y avoir des frictions entre l'approche UX et l'approche business. Et puis, il y a la question éthique. Donc, vous êtes plus particulièrement spécialiste de ces sciences cognitives appliquées à l'ergonomie des jeux vidéo. Donc, vous avez travaillé pour Ubisoft, LucasArts, et puis ce jeu phénomène Fortnite d'Epic Games. C'est vraiment devenu un phénomène. Est-ce que vous travaillez sur d'autres projets de jeux? Alors, je travaille en indépendant aujourd'hui, donc j'aide beaucoup de studios de jeux, des grands, des petits, des moyens. Vous pouvez nous faire une petite annonce, là? Prochain jeu qui va sortir, sur lequel vous avez travaillé? Non, alors je travaille sur des jeux qui vont sortir vraiment dans longtemps. Ils ne sont pas tous forcément annoncés, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Ça prend très longtemps de faire un jeu, ça prend plusieurs années. Mais donc vous arrivez bien en amont sur le projet, ça c'est plutôt Alors une bonne idéalement, chose. c'est ça qu'il faut. Ouais. Oui, quand on a une approche UX, c'est dès le début qu'il faut s'en soucier et pas juste au moment où on va sortir le produit, parce qu'une approche UX, c'est pas juste une étape dans le produit, c'est pas juste l'étape qu'on va tester. Ouais. C'est un état d'esprit, c'est réfléchir vraiment à ce qu'on souhaite faire. Les jeux vidéo, c'est un peu différent des outils parce que c'est un produit culturel, c'est un produit de divertissement. Donc il y a un aspect aussi, on veut faire passer des émotions. Il y a un aspect artistique qu'on ne retrouve pas dans les outils. Donc c'est un peu encore plus délicat à accomplir parce qu'il n'y a pas de but de l'utilisateur. Le but se retrouve à prendre plaisir à jouer à un jeu comme regarder une émission. C'est sans doute ce qu'il y a de plus compliqué. Je veux dire, faire rire, c'est très difficile. Faire rire, faire pleurer, faire transmettre des émotions, des messages artistiques. Mais pour moi, je trouve ça beaucoup plus... mais j'adore. C'est beaucoup plus intéressant pour moi parce que c'est encore plus subjectif. Mais justement, ça joue sur les émotions et donc ça touche à ces questions éthiques forcément de très très près. Alors, vous êtes
êtes évidemment emparé de cette question de l'éthique dans les jeux vidéo. Et vous invitez même les éditeurs de jeux à revoir leur stratégie, notamment sur les loot box. Alors, on va réexpliquer ce que c'est la loot box. C'est le petit coffre, c'est la pochette surprise en fait. Voilà, exactement. Le coffre qui détient des pouvoirs supplémentaires, des améliorations pour notre personnage par exemple, mais on ne sait pas exactement quoi. Oui. Et donc, ça incite à y revenir sans arrêt. Alors, on sait que quand on a des surprises comme ça, c'est plus engageant. Oui. Donc, vous avez parlé de la pochette surprise, c'est un exemple. Les pochettes Panini, c'est un autre exemple. Mais dans n'importe quel jeu, en fait, il y a quasiment aucun jeu qui n'utilise pas cette randomisation. Il n'y a que les échecs, par exemple, qui n'utilisent pas ça. Et encore, au début, on est blanc ou on est noir. Mais à chaque fois, vous jetez des dés ou vous tirez des cartes. Il y a une randomisation, c'est un peu le même principe. Donc on sait que ça c'est engageant et ça rend des jeux intéressants. On a ce côté de double 6. Mais là derrière c'est de l'argent. Alors là c'est ça le problème, c'est ouais. que les loot box, c'est pas utilisé pour engager avec le jeu, c'est utilisé pour engager avec la monétisation. Et c'est là où ça peut... c'est assez compliqué de parler de ces notions-là, parce que où est la limite finalement éthique. Mais là, quand c'est vraiment pour engager avec la monétisation, et encore plus si les utilisateurs du coup sont des enfants ou des adolescents qui, eux, n'ont pas... Leur cerveau n'est pas encore complètement mature, et c'est beaucoup plus difficile... ils y arrivent quand même, mais c'est plus difficile pour un enfant, un adolescent, de contrôler leurs émotions. Donc, pour cette population-là, elle va avoir plus tendance justement à continuer à... En Belgique, d'ailleurs, ils ont considéré que c'était vraiment l'équivalent d'un jeu d'argent et donc que ça devait être interdit. Oui. Est-ce qu'on on arrive à la fin là, des loot box dans le jeu? Je sais pas, je suis assez d'accord. Encore une fois, pour les populations adultes, je suis pas sûre que ça pose toujours un problème. Pour moi, ça ne pose pas de problème quand c'est vraiment juste pour le jeu. Mais quand ce qu'il y a dans la loot box est vraiment important pour le jeu, qu'il faut absolument en acheter, sinon on ne peut pas gagner, on ne peut pas être compétitif, et qu'en plus c'est une population jeune ou qui a aussi la pression des pairs, il faut absolument avoir le costume qui va bien, etc. Oui, je trouve que c'est problématique. Et comme les jeux d'argent sont interdits au moins de 18 ans en France, ou 21 ans dans d'autres pays, on peut se poser la question, pour les jeux vidéo, le seul problème du jeu vidéo, c'est que on n'est pas physiquement là, on ne peut pas montrer notre carte d'identité. Donc il y a des questions de GDPR, on ne peut pas prendre les datas des personnes et connaître leur âge. C'est un peu plus compliqué à mettre en place. Ouais. C'est pas infaisable. Une bonne intention suffit pas. Mais alors justement, vous travaillez à l'établissement d'une charte éthique dans le jeu vidéo. On en a vraiment besoin aujourd'hui? Ça vous semble nécessaire? On en a besoin partout dans la technologie. Ouais. Alors, c'est vrai que l'importance qu'a pris le jeu dans la société est assez impressionnante. Alors j'aurais envie de vous dire que c'est encore plus important pour les questions d'intelligence artificielle qui vont prendre des décisions pour les humains. Les humains sont biaisés, mais l'intelligence artificielle est biaisée comme les humains et perpétue d'une façon complètement opaque c'est certaines discriminations pour les gens qui cherchent à avoir pour acheter un appartement, pour avoir un crédit par exemple. Il y a des décisions qui sont prises par des intelligences artificielles qui sont très opaques et qui perpétuent des discriminations. Ça, c'est vraiment un problème de société. C'est un sujet qu'on traite, Célia, dans Smarttech tout le temps. Après, les jeux, oui, c'est aussi important parce que c'est dans notre société et que c'est important de se poser ces questions-là aussi. Ça a un impact quand même, je trouve, moins gros, on va dire, sur la société que le jeu. Mais oui, le jeu, comme ça fait partie de l'environnement culturel et du quotidien de plus de 2 milliards de joueurs, absolument, il faut s'en préoccuper. Alors, on va passer à l'interview express. J'ai modifié mon questionnaire pour vous, puisque vous l'aviez déjà eu la dernière fois. Et donc, je me suis dit, on va faire une interview express UX. OK. Alors, on imagine que moi, je suis une experte en UX, et vous êtes mon persona. D'accord, la personne que je vise à mieux comprendre. Qu'est-ce qui vous insupporte, vous, dans vos expériences utilisatrices? Justement, qu'on ne prenne pas en compte mon point de vue, mais ce dont j'ai besoin. Quel est le problème que vous rencontrez le plus couramment dans votre quotidien? Le problème d'inclusion, on ne se rend pas compte que le métro parisien, par exemple, il y a plein de bouches de métro, c'est impossible en fauteuil roulant, c'est impossible si on a une valise. Qu'est-ce qu'on n'a pas inventé, selon vous, dont on aurait terriblement besoin? Enfin, dont vous auriez terriblement besoin, même. Une technologie qui a de l'empathie. Si vous pouviez demander quelque chose à Apple, parce que ça va être sa keynote là, cette semaine, donc pour demain, par exemple, ce serait quoi?
de vraiment se pencher sur les questions d'intelligence artificielle et d'écouter les voix qui résonnent. Beaucoup de femmes noires se penchent sur la question depuis des années et on ne les écoute pas. Et vous jouez, j'imagine, Céline? Aux jeux vidéo? Oui. Pourquoi vous jouez? C'est fun. C'est rigolo. Et que pensez-vous de votre dernière expérience de jeu? J'ai beaucoup joué à un jeu qui a été fait à Lyon par Arkane qui s'appelle Deathloop et c'était un jeu très intéressant où on voyage dans le temps et on est challengé. J'aime beaucoup en fait les challenges et essayer de comprendre ce qui se passe et d'avancer dans l'histoire et voilà, ça crée beaucoup d'émotions et c'est intéressant de se dépasser et de voir où l'histoire nous mène. Est-ce que je ferais une bonne experte en UX alors? Vous avez l'air très empathique, donc oui, je pense. Avec les bonnes méthodes, a priori, il n'y a pas de souci. Bon, je ne suis pas sûre d'avoir complètement terminé mon persona, mais on a avancé. Merci beaucoup, Célia Audan, de nous délivrer donc, ces secrets d'une bonne expérience utilisateur. Je vous invite à lire le livre, il est très pratique et accessible vraiment à tout le monde. Et surtout, si ça peut générer des vocations, allez-y. Juste après la pause, petite pause, hein, on se retrouve pour parler d'une tech qui serait plus inclusive cette fois. La solution, ce serait peut-être par le sport.